Connaissez-vous Essilor Luxottica? C'est une entreprise franco-italienne éligible au PEA et possédant un quasi-monopole sur le marché des lunettes de vue et solaire. Est-ce que c'est une entreprise de qualité? Est-ce que c'est une entreprise avec un beau potentiel à long terme? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne dédiée à l'investissement dans des entreprises de qualité pour battre le S&P 500 et se constituer une rente et un capital à long terme. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo est disponible à des fins informatives et éducatives uniquement. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, donc l'entreprise Essilor Luxottica est une entreprise franco-italienne avec son siège social en France et en Italie à Milan. Elle a pour ticker EL, elle est cotée primairement à la bourse de Paris. Elle a une capitalisation de 117 milliards d'euros. Elle est éligible au PEA. Elle verse un dividende de 1,54% et elle est dans le secteur de la santé. Au niveau de son histoire, rapidement, elle provient de plusieurs sociétés. En 1849 a eu lieu la fondation de la société Essel à Paris. En 1931, la création de la société Silor, d'abord sous le nom de Lissac. Et en 1961, la fondation de Luxottica par Leonardo Del Vecchio, qui était spécialisé dans les montures. En 1972 a eu lieu la fusion d'Essel et de Silor, qui a donné naissance à Essilor, spécialisé dans la fabrication de verres optiques. Et en 2018 a eu lieu la fusion d'Essilor et de Luxottica, donnant donc naissance à la holding Essilor Luxottica, spécialisée à la fois dans les verres optiques et dans les montures. Et en 2022 a eu lieu la mort de Leonardo Del Vecchio, qui est un petit peu le papa d'Essilor Luxottica, puisque c'est sous son impulsion qu'a eu lieu la fusion. Et ensuite, on va passer à 15 questions. Et vous allez voir, j'ai changé la méthode d'analyse. En fait, je suis en train d'expérimenter une nouvelle méthode plus linéaire, en tout cas pour la présentation dans les vidéos. Vous allez voir, il y a des nouveaux critères, il y a une structure complètement différente. Donc, j'attends vos retours dans les commentaires. Dites-moi si vous préférez l'ancienne structure ou si vous trouvez la nouvelle structure intéressante. Je pense qu'il y a pas mal de choses à en tirer et pas mal d'axes d'amélioration également. Donc, première question, est-ce que je comprends le business model de l'entreprise? Le business model repose sur, premièrement, l'intégration verticale avec le contrôle d'une grande partie de la chaîne de valeur, de la conception à la fabrication des verres, donc sur la partie Essilor, et des montures sur la partie Luxottica jusqu'à leur distribution. On a un large portefeuille de marques puisque la société possède des marques très connues. On peut noter Ray-Ban, Oakley, Varilux, Transition, Chrysal ou encore Persol et fabrique également des lunettes sous licence pour des grandes marques de luxe comme Chanel, Prada, Versace, etc. Il y a deux canaux de distribution principaux. La vente en gros, elle vend ses produits, donc les verres et les montures, à des opticiens indépendants, des chaînes d'optique et d'autres distributeurs, donc elle vend à des professionnels. Et la vente au détail via un vaste réseau de magasins d'optique et de lunettes de soleil sous différentes enseignes. On a Sunglass Hut, LensCrafters, Grand Vision, Salmoiraghi et Vigano par exemple, ainsi que évidemment des plateformes de vente en ligne. Également, l'entreprise a un fort accent sur l'innovation puisqu'elle investit dans la recherche et le développement qui représente 12,93% de ratio R&D sur operating cash flow en 2024 pour proposer des produits innovants, notamment les verres progressifs, les traitements anti-reflets, les traitements anti-lumière bleue ou encore des montures connectées avec par exemple le partenariat entre Ray-Ban et Meta et des solutions auditives comme Nuance Audio par exemple. Également, on peut noter que les revenus sont très bien diversifiés mondialement et Essilor possède plus de 50% du marché des lunettes. Donc vous voyez que la vente au détail représente 53% des revenus, la vente de gros 47%. Et on a 42% aux USA, 36% en Europe, Moyen-Orient, Afrique, 12% en Asie-Pacifique, 5% en Amérique latine et 2,7% au Canada. Parmi ses principaux concurrents, on a Safilo Group qui est spécialisé sur les montures pour lunettes de soleil. On peut noter les marques Carrera, Polaroid, Hugo Boss ou Max Mara. On a Warby Parker qui propose des lunettes correctives à bas prix, notamment aux États-Unis. Zenni Optical qui propose des lunettes correctives ultra low cost, notamment en ligne. Et Johnson & Johnson Vision via Abbott Medical Optics qui propose des verres correcteurs et des lentilles de contact. Ce sont les leaders sur les lentilles de contact avec la marque AcuVue notamment. Question numéro 2, est-ce que le management est compétent? On retrouve parmi les principaux dirigeants Francesco Milleri qui est CEO depuis 2022 et qui a rejoint la société Luxottica en 2016 en tant que deputy chairman. Et on voit d'ailleurs qu'il possède une petite part du capital avec 0,12% du capital. On a également Paul Dussaillant qui est deputy CEO, donc co
co-CEO depuis 2020 et qui a rejoint Essilor en 2008 en tant que Senior Vice President of Corporate Strategy. Et Paul Dussaillant a d'ailleurs auparavant travaillé très longtemps chez Air Liquide. Donc on a un membre de Luxottica et un membre d'Essilor qui sont tous les deux haut placés dans la nouvelle holding. Également, on peut noter la famille Del Vecchio, puisque Leonardo Del Vecchio n'est plus directement impliqué depuis sa mort, mais la famille Del Vecchio possède toujours plus de 32% des parts de la société. Donc on a pas mal de skin in the game ici, on a presque une entreprise familiale et la famille est également actionnaire d'Unicredit avec 2,76% du capital, Generali 9% et Covivio également 9% Covivio qui est une foncière italienne. Est-ce que la société a un avantage compétitif durable? On peut regarder les principaux indicateurs qui sont la marge brute qui est à 63,4%. On cherche une marge brute supérieure à 40%, donc c'est validé. Le ROIC qui est à 4,6%, donc il est très faible, il est en dessous des 15% attendus. Et la note Morningstar qui nous indique un moat wide, donc qui est la note maximale. Elle possède notamment des actifs intangibles via son portefeuille de marques fortes, puisque la société possède des marques emblématiques et très reconnues, un vaste réseau de distribution avec l'accès et le contrôle d'un large réseau avec près de 18 000 points de vente après l'acquisition notamment de Grand Vision. Et on a également une entreprise qui est leader en innovation dans le domaine des verres ophtalmiques et qui détient de nombreux brevets. Elle a également un avantage de coût de par sa taille et ses économies d'échelle, mais également son intégration verticale, puisqu'elle contrôle sa chaîne de valeur, le design, la fabrication, la distribution des lunettes, qui permet des gains d'efficacité, une meilleure utilisation des capacités de production, notamment les laboratoires, et une optimisation des stocks. Est-ce que l'entreprise opère dans un marché attractif? Selon plusieurs sources, le marché des lunettes est en croissance. On a 8,6% par an jusqu'en 2030 pour Grandview Research, on a 6,7% par an jusqu'en 2032 pour Market US et 3,36% par an jusqu'en 2029 par Statista, en plus de 6,6% par an jusqu'en 2034 par Polaris, spécifiquement sur le segment solaire. Le marché est également tiré par plusieurs tendances séculaires que l'on peut noter, notamment l'augmentation de l'exposition aux écrans dès le plus jeune âge qui augmente les problèmes de vue dès l'enfance et augmente également la demande pour des verres anti-lumière bleue. Et on a également une population qui est de plus en plus sensible au risque des UV, que ce soit via l'application de crème solaire, mais aussi le port de lunettes de soleil qui sont également portées comme accessoires de mode. Quels sont les risques principaux qui pèsent sur la société? Premièrement, on a le développement des chirurgies, puisque les chirurgies réfractives comme le LASIK ou PKR peuvent largement réduire la demande pour des lunettes si elles sont de plus en plus adoptées et surtout de plus en plus performantes. On a les marques bon marché avec l'émergence de marques low cost comme Warby Parker ou Zenni Optical et de distributeurs en ligne qui proposent des lunettes à des prix bien inférieurs, souvent à 20 à 30 dollars contre 100 à 300 dollars pour Essilor Luxottica, ce qui met une pression sur les marges de la société. Et on a également la réalité augmentée puisque bien qu'en partenariat avec Meta, notamment Ray-Ban, le développement de lunettes / casques de réalité augmentée pourrait disrupter totalement le marché des lunettes classiques à long terme, où on pourrait imaginer des lunettes technologiques, des lunettes de réalité augmentée qui pourraient s'adapter automatiquement à votre vue et fournir une correction adaptative en temps réel. Est-ce que l'entreprise a une réputation favorable? Ici, on va regarder comme principal indicateur la note Glassdoor, qui est une note délivrée par les employés de la société, qui est à 3,7 sur 5. Idéalement, on cherche une note supérieure à 3,5. Au niveau des employés, on a une réputation positive dans l'ensemble avec un employeur stable, mais des tensions post-fusion, notamment en 2018, donc lors de la fusion Essilor-Luxottica, qui ont eu lieu. Au niveau des clients, c'est plutôt mitigé avec des marques fortes comme Ray-Ban ou Oakley qui attirent les consommateurs et des initiatives populaires comme Vision for Life qui s'adressent aux publics les plus défavorisés. Mais des remarques sur la faible qualité des lunettes reviennent souvent, notamment sur certaines marques phares comme Ray-Ban ou Persol. Au niveau du public, on a une appréciation positive dans l'ensemble avec des partenariats forts, notamment avec Gucci, Prada et Meta, mais une position de quasi-monopole sur le marché des lunettes, ce qui peut attirer les foudres des régulateurs. Est-ce que l'entreprise a un bilan solide? On peut regarder comme principaux indicateurs le Interest Coverage, qui est un ratio pour lequel on va diviser les dépenses d'intérêt sur le revenu net. Et ici, on a 20,96. Idéalement, on veut que ce soit supérieur à 15. Ça veut dire que les revenus nets sont plus de 20 fois supérieurs aux dépenses d'intérêt. Ensuite, on a le ratio dette sur EBITDA que vous connaissez probablement. On prend la dette, on la divise par l'EBITDA, on obtient 2,01. Ici, on veut que ce soit inférieur à 2,5. Donc, ça veut dire que globalement, l'entreprise a 2 années d'EBITDA devant elle avant de rembourser la quasi-totalité de sa dette.
Et on a également le ratio goodwill sur assets. Donc on divise le goodwill sur les actifs. Donc le goodwill, c'est grosso modo la différence entre le prix payé pour une acquisition et les actifs réels, les actifs nets. Et en l'occurrence, chez Essilor Luxottica, on en a beaucoup puisqu'on est à 49% de ratio goodwill sur assets et idéalement, on veut qu'il soit inférieur à 20%. Donc l'entreprise a des intérêts et une dette raisonnable. Par contre, elle possède beaucoup de goodwill et ce goodwill provient de sa stratégie d'acquisition agressive et notamment de la fusion avec Luxottica et pourrait indiquer une tendance à surpayer ses acquisitions. Est-ce que l'entreprise a besoin de beaucoup de capital? Pour ça, on peut regarder deux indicateurs. Le CAPEX sur revenu, donc on divise les dépenses en CAPEX par les revenus, on obtient 5,73%. C'est au-delà du seuil de 5% qu'on attend. Et le ratio CAPEX sur OCF avec 31,23%. Ici, c'est également supérieur au seuil de 20% que l'on attend. Donc ça veut dire que l'entreprise a besoin de beaucoup de capital pour opérer. Ses dépenses en CAPEX sont relativement élevées et s'expliquent par le fait qu'Essilor contrôle sa chaîne d'approvisionnement et ses moyens de production, et notamment ses usines, ce qui peut être aussi un avantage malgré le fait qu'elle ait besoin de beaucoup de capital. Est-ce que l'entreprise alloue correctement son capital? Ici, on peut regarder plusieurs indicateurs comme le ROE, le Return on Equity, qui est à 6,02%. Donc c'est très faible et c'est inférieur au seuil de 20% que l'on attend, qui est à 4,6%, inférieur, très largement inférieur même au 15% que l'on attend. Et le WACC, ici, on a 7,31 de WACC et idéalement, on veut un ROAC supérieur au WACC et ce n'est pas le cas ici puisqu'on a un WACC de 7% versus un ROAC de 4%. Donc, globalement, ça veut dire que l'entreprise détruit de la valeur pour ses actionnaires et n'arrive pas à en créer puisque le WACC, c'est le coût du capital. Donc, ça veut dire qu'elle paye plus cher son capital que le retour qu'elle est capable d'obtenir avec ses investissements. Donc, les retours sur capitaux de la société sont mauvais, ce qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Le goodwill élevé qui affecte le capital investi et les capitaux propres, notamment depuis la fusion Essilor-Luxottica en 2018. Et vous pouvez voir sur le graphique à droite que depuis 2019, le goodwill a explosé. Ensuite, on a les dépenses en CAPEX élevées qui affectent le capital investi et l'utilisation de la dette pour financer ces acquisitions qui affectent également le capital investi. À quel point est-ce que l'entreprise est rentable? Ici, on va regarder la marge brute. Donc, on a déjà dit qu'elle était bonne à 63%, mais également la marge nette qui est ici mauvaise puisqu'elle est seulement à 8,9% et idéalement, on veut une marge nette supérieure à 10%. Donc, la société dégage une forte marge brute grâce au faible coût des matières premières et sa position dominante et ses économies d'échelle, mais sa marge nette est faible à cause de ses frais opérationnels, de ses investissements en CAPEX et R&D et notamment des amortissements de goodwill qu'elle doit payer. Est-ce qu'elle a eu une belle croissance par le passé? Ici, on va regarder la croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans. On a eu plus 8,8%, donc supérieur à ce qu'on attend 5%. La croissance du chiffre d'affaires sur les 10 dernières années, pareil, très bon avec 16,68%. La croissance des EPS, donc des bénéfices par action sur les 5 dernières années, plus 15,96% par an. Et la croissance des EPS sur les 10 dernières années, et ici par contre c'est assez mauvais, avec plus 1,66% par an. Et vous voyez notamment que les années 2019 et 2020 ont été catastrophiques pour les EPS. Donc la croissance des revenus est forte, avec une seule année de baisse en 2020 depuis 20 ans, et la croissance des EPS à long terme est plutôt mitigée, avec beaucoup d'années dans le rouge, 2015, 2019 et 2020, ce qui peut s'expliquer notamment par sa faible marge nette. Est-ce que le futur est radieux pour la société? Ici on peut regarder les estimations des analystes. On a une prévision de croissance du chiffre d'affaires de 7,19% par an sur les 5 prochaines années, donc c'est bon. Et on a une prévision de croissance des EPS de 22,65% par an, donc c'est extrêmement élevé, même peut-être trop élevé à mon avis. A priori, les analystes estiment que l'entreprise va enregistrer une belle croissance qui repose sur des hypothèses favorables comme une demande continue en Asie et une adoption rapide des smart glasses. Cependant, il y a des incertitudes comme la concurrence des lunettes bon marché et les différents ralentissements économiques que l'on observe qui pourraient limiter cette croissance qui est vraiment optimiste. Est-ce que l'entreprise dilue ses actionnaires? Ici, on peut regarder le ratio SBC sur Free Cash Flow. Donc les SBC, ce sont les Stock Based Compensation, donc les rémunérations en actions. Ici, c'est tout à fait raisonnable. On a 4,83%, donc l'entreprise n'abuse pas des SBC. Et on peut regarder la croissance des actions en circulation. Ici, on est à plus 4,14% sur 5 ans, donc c'est positif. Donc c'est pas bon puisque nous, on veut des actions en circulation qui diminuent. Donc l'entreprise dilue ses actionnaires.
Donc l'entreprise utilise peu de SBC, mais elle dilue, notamment probablement pour financer ses investissements et acquisitions. Est-ce que l'entreprise verse un beau dividende? Ici, on peut regarder la croissance du dividende sur les 5 dernières années qui était à plus 23% par an, la croissance du dividende sur les 10 dernières années à plus 12,9% par an, le payout ratio qui est à 46,69, donc c'est tout à fait raisonnable, c'est inférieur à 50%, donc ça veut dire que l'entreprise utilise seulement 46% de ses bénéfices qu'elle reverse en dividende, et le nombre d'années d'augmentation consécutive qui est seulement de 4. Ici, c'est assez mauvais et le dividende est en croissance avec un payout ratio soutenable, mais il a été réduit à plusieurs reprises, comme vous pouvez le voir, en 2016, 2020 et 2021. Donc c'est assez mauvais à ce niveau-là et on n'a pas une belle régularité au niveau du dividende. Et enfin, 15e et dernière question, est-ce que l'entreprise a créé beaucoup de valeur pour ses actionnaires? Ici, on va regarder le cours de bourse. Sur les 5 dernières années, l'entreprise a fait plus 20,05% de CAGR, donc c'est très bon. Mais sur les 10 dernières années, c'est assez moyen avec plus 10,62%. Et en fait, quand on regarde à long terme, même dividende réinvesti, le cours de bourse est assez décevant avec une longue période de stagnation entre 2015 et 2020 et le cours de bourse a explosé seulement depuis 2021. Il est passé d'environ 110 euros à aujourd'hui 250 euros et on s'aperçoit en fait que l'entreprise a sous-performé le S&P 500 pendant quasi la totalité de la période. Si on récapitule, je vous ai mis un petit tableau récap avec tous les critères. Si vous voulez faire pause, on obtient une note de 12 sur 20 en additionnant les critères et en donnant plus 1 ou plus 0 en fonction de si le critère est respecté ou pas. Et donc maintenant, la question à se poser, c'est à quel prix est-ce qu'il faut acheter Essilor Luxottica? Et pour ça, on va se servir du calculateur qui est disponible dans l'application IQ Invest. Vous retrouverez le lien en description si vous voulez l'essayer. Et bien évidemment, c'est d'ici que proviennent toutes mes données quantitatives. Donc tous les graphiques que vous avez pu voir tout au long de la présentation proviennent de l'application. Vous avez plus de 30 ans de données historiques sur plus de 47 000 entreprises du monde entier. Donc de quoi vous amuser et vous pouvez filtrer toutes ces entreprises de manière instantanée grâce au screener. Bref, ici on se retrouve dans l'onglet évaluation. Et vous pouvez voir que si on prend les hypothèses de croissance des analystes, donc 22,65% par an sur les 5 prochaines années, et qu'on prend le PE médian, donc ici on a le PE à 10 ans qui est la médiane à 10 ans qui est à 34,92. Si on applique ces deux critères, on voit que l'entreprise pourrait être un bon investissement aujourd'hui avec 16,27% de rendement offert en prenant en compte le dividende. Donc ça, c'est uniquement valable si cette hypothèse de croissance est respectée. Pour moi, ça me paraît beaucoup trop élevé. Je ne vois pas comment l'entreprise pourrait faire 22% de croissance par an sur les 5 prochaines années, même en prenant en compte les synergies post-fusion entre Essilor et Luxottica. Donc personnellement, je préfère partir sur une hypothèse plus conservatrice de 16% de croissance par an qui correspond peu ou prou, si on regarde ici dans les bénéfices par action et qu'on se met sur 20 ans, on va se remettre sur les bénéfices par action en pourcentage, on regarde sur 5 ans, on a 15,96% de croissance. Donc globalement, ça correspond au CAGR sur les 5 dernières années, 16% par an. Vous voyez que sur 10 ans, c'est beaucoup plus faible avec 1,66 et sur 20 ans, on est seulement à 7,56, donc en dessous de 8%. Donc même 16%, ça paraît être une hypothèse vraiment optimiste. Et ensuite, au niveau du multiple final, ici, on va mettre 28. Pourquoi 28? En fait, si on regarde dans l'onglet ratio ici, on va regarder l'évolution du PE sur les 10 dernières années. On va enlever le prix et la moyenne mobile. On voit qu'on a une médiane à 35. Mais on a régulièrement des phases où l'entreprise passe en dessous des 30, notamment ici en 2018-2019. Et le PE a vraiment explosé depuis. On est aujourd'hui à 50 de PE, c'est vraiment du délire, c'est du grand n'importe quoi. Je ne comprends pas comment une entreprise comme ça peut être valorisée aussi cher. Mais toujours est-il, moi je préfère avoir une hypothèse conservatrice et mettre 28 de PE. Donc ça, c'est le PE que l'entreprise pourrait valoir dans 5 ans, donc en 2029. Donc globalement, on applique 16% de croissance sur les EPS qui sont aujourd'hui à 5,2 euros. Ça nous donne 10,92 euros d'EPS dans 5 ans. Et ces EPS, on peut les multiplier par 28 pour obtenir donc le prix de l'action qui serait donc de 305,76 euros dans 5 ans. Et quand on prend cette hypothèse-là, l'investissement n'est pas du tout rentable avec seulement 5,36% de rendement par an sur les 5 prochaines années,
une marge de sécurité négative de 36% et un prix juste de 186 euros. Donc le prix juste, à quoi est-ce qu'il correspond? Le prix juste, c'est le prix auquel il faudrait payer l'entreprise pour obtenir 12% de rendement par an. Donc clairement, l'entreprise aujourd'hui est survalorisée selon moi. Et juste avant de conclure, je vous rappelle également que vous trouverez sur mon site un onglet parrainage sur lequel vous retrouverez des liens et des codes de parrainage pour ouvrir un compte titre ou un PEA chez les meilleurs courtiers du marché. Donc profitez-en, c'est gratuit, vous gagnez de l'argent et ça soutient la chaîne au passage. Et maintenant donc pour conclure sur Essilor Luxottica, on a une note de qualité qui est la nouvelle note, le nouveau barème que j'ai appliqué qui est à 12 sur 20, donc on est supérieur à 12. Donc sur le papier, l'entreprise est pas trop mal, c'est pas non plus exceptionnel, mais elle se défend. On a un rendement au prix actuel de 5,14% par an selon mes hypothèses de croissance, donc inférieur aux 12% attendus, et on a un prix juste qui pourrait se situer dans une fourchette entre 180 et 200 euros si on veut avoir un rendement intéressant. Donc l'analyse d'Essilor m'a été demandée depuis extrêmement longtemps, je pense depuis le début, depuis que j'ai créé la chaîne, on me demande d'analyser Essilor Luxottica. Et je dois dire qu'elle m'a agréablement surpris. Je ne pensais pas du tout qu'elle était aussi bien, entre guillemets. Je pensais qu'elle allait être beaucoup moins intéressante que ça. Mais je trouve quand même que l'entreprise est trop faible, notamment sur sa marge nette et ses retours sur capitaux qui sont vraiment pourris. Donc pour ma part, ça va être non, je passe mon tour volontiers et qui plus est, la valorisation est complètement délirante au vu de sa qualité. Je ne comprends pas comment une entreprise avec des retours sur capitaux aussi faibles peut être valorisée à 50 fois les bénéfices. Ça me paraît absolument ahurissant et donc je passe mon tour pour cette société. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne IQ Invest si ce n'est pas déjà fait sur YouTube et également au podcast Focus Fondamental sur YouTube et les principales plateformes de podcast. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la société Essilor Luxottica. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!